Nous sommes avec Vincent Dupourquet de la société Compaille Robotics. Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez vous présenter puis présenter Compaille Robotics? Bon, je vais présenter en quelques mots. Moi, je suis personnellement ingénieur génie biologique et biomédical et j'ai voulu continuer tout jeune mes travaux sur la robotique. À l'époque, c'était pour personnes handicapées et donc j'ai rejoint un organisme de recherche qui s'appelait l'INRIA et qui s'appelle toujours l'INRIA d'ailleurs. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de développer des fauteuils roulants autonomes et des bras télémanipulateurs pilotés par des personnes tétraplégiques. D'accord. Donc ça, c'était le début de ma carrière. Après, bon, comme à cette époque, c'était quand même dans les années 80, ça fait un petit moment, il n'y avait pas beaucoup de projets de recherche et de projets en robotique médicale. Donc, je suis parti dans la robotique de service traditionnelle. J'ai créé la société Robosoft et là, j'ai eu l'occasion de développer des robots militaires, des robots de transport de personnes, des robots nettoyage de façades. Et en 2014, donc il y a eu dans le cadre de la société Robosoft une évolution. Elle est devenue EasyMile. Et moi, j'ai voulu continuer dans Compaille Robotics en rachetant les travaux de recherche de robotique, d'assistance qui avaient été entamés à Robosoft, de créer la société Compaille Robotics pour développer des robots d'assistance aux personnes fragilisées et à leurs aidants. D'accord. Aujourd'hui, on en est là. Compaille Robotics est dédié en grande partie à continuer de développer ce robot et de l'adapter au marché, aux demandes et aux besoins des utilisateurs et des organismes de santé. D'accord. Donc pour l'instant, il y a un robot et il est destiné à qui? Aux établissements, aux personnes âgées à domicile? Alors, faut comprendre déjà que la version aujourd'hui, donc nous on l'appelle la version 3, le robot Compaille 3. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a commencé il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, on a commencé par je veux dire, par prendre des robots, les mettre dans des hôpitaux, dans des EHPAD, voir ce que ça donnait. Et petit à petit, l'interaction avec les utilisateurs nous a conduit à faire évoluer notre concept. C'est-à-dire qu'au début, on voulait faire, enfin c'était l'idée de base, de faire des robots pour aider les personnes âgées. C'est-à-dire des robots type social, distraction, amusement, détente, etc. Mais en fait, au fur et à mesure d'époque, dans les preuves de concept, on s'est rendu compte que le vrai problème de fond se situait au niveau du personnel soignant et des aidants. Et en fait, ça nous a infléchi dans notre vision du robot et dans notre conception. Et on est passé d'un robot qui certes continuait à distraire les utilisateurs, les personnes âgées, les personnes dépendantes, mais surtout qui aidait les aidants dans leurs tâches quotidiennes. Et la version 3, en fait, c'est le résultat de ces années de travaux pour introduire de la robotique dans les établissements de santé et particulièrement dans les EHPAD, et une robotique qui soit là pour alléger le travail des aidants et dans des périodes de crise sanitaire comme on vit, pour les éloigner de l'exposition au risque. Voilà, c'est ça la grande logique. Et le Compaille 3, il est très orienté robot assistant d'aidants dans les EHPAD pour les aider à libérer du temps. D'accord. Concrètement, la version 3 de Compaille fait quelle tâche pour, Donc là, maintenant, on s'est un petit peu concentré sur l'usage d'un robot au quotidien dans un EHPAD. Et en fait, on a identifié un certain nombre de fonctionnalités qui étaient demandées. Bon, parmi celles-ci, je vais vous mentionner les tournées. Donc, en fait, l'idée d'un robot dans un EHPAD, c'est il va de point en point, des points enregistrés, puis il fait des choses. Donc, les choses qu'il peut faire pendant une tournée programmée, c'est par exemple de la distraction. Le matin, il peut aller distraire les groupes de personnes qui attendent après le petit déjeuner, avant, avant le déjeuner par exemple, ou avant les activités.
Dans la journée, il fait de l'animation avec de la musique, il se déplace en autonome, des vidéos. La nuit, il fait de la surveillance, c'est-à-dire il patrouille dans l'établissement et s'il rencontre quelqu'un qui plus est, qui est tombé, il génère une alarme sur le smartphone de la personne de garde. Voilà le genre de tournée qu'il fait le soir avant le coucher. Il fait le tour, toujours pareil, des zones communes avec des musiques apaisantes. C'est très utile pour les sections Alzheimer, pour calmer les gens malades avant de se coucher. Donc voilà, on a toute une panoplie de tournées qui permettent de faire de l'animation et de la surveillance nocturne, par exemple. Bon, comme autre fonction, on a ce qu'on appelle l'assistance à la mobilité. Donc, c'est une caractéristique forte de notre robot qui est doté de… C'est un peu comme un déambulateur, si vous voulez, sauf que c'est le robot qui est équipé de barres. Et on a un système breveté d'ailleurs là-dessus. Et en fait, ça permet à des personnes qui ont des troubles cognitifs et qui peuvent encore un petit peu marcher, de se déplacer d'un endroit de l'établissement à l'autre, par exemple d'aller de leur chambre à la salle de restaurant ou à la salle de jeu et de revenir, sans être accompagnés par un soignant quelconque. Donc, on leur donne à la fois un peu de mobilité, forme de sport, de gymnastique, et on libère des soignants qui, en général, les mettent dans les fauteuils et les poussent à toute vitesse parce qu'il y a une telle surcharge de travail, notamment pendant les moments de rush comme les repas. Donc voilà, on a l'assistance à la mobilité, on a tout ce qui est tourné, puis après on a tout ce qui est lien social aussi. C'est-à-dire que ce robot, quand il ne fait pas des tournées, quand il n'aide pas les gens à se déplacer, on peut le mettre à disposition des résidents. Et là, on tombe sur des fonctions peut-être un petit peu plus classiques que sont les jeux vidéo, regarder des films, écouter des musiques, écouter la radio. Voilà, il est utilisé pendant les périodes non utilitaires, entre guillemets, comme lien social. On peut le mettre en face d'un résident qui appelle en Skype sa famille ou le mettre à disposition d'un résident dans une chambre pendant 1 heure pour le distraire. Donc en fait, voilà, on a défini des fonctions utilitaires, tournée d'animation, tournée de distraction, assistance à la mobilité, lien social. Et en fait, la journée du robot est partagée entre ces différentes fonctions. Et en fait, l'approche qu'on a faite, c'est d'avoir un robot de base, donc qui fait des fonctions minimales, et ensuite d'avoir un système de add-on, enfin des modules, si vous voulez, qui permettent de prendre en charge des fonctions individuelles. Par exemple, sur le robot, on a fait un support de plateau. Donc, il suffit de poser le support sur les barres, on empile des plateaux et il peut livrer des repas, des plateaux, des objets, donc faire de la petite logistique. Et là, on est en train de travailler sur des systèmes de désinfection, à la fois avec des UV et à la fois avec un nébuliseur. En fait, que le robot, par exemple la nuit, puisse faire une tournée de désinfection des parties communes, pour des raisons évidentes aujourd'hui. Donc voilà, beaucoup de fonctions utilitaires et un robot capable de faire un nombre de fonctions utilitaires qui libèrent du temps des aidants. D'accord. Le degré d'autonomie du robot, j'imagine le soir, quand vous dites qu'il fait le tour des différents points, en fait. Donc ça, c'est programmé. J'imagine qu'il suit son parcours. Donc là, il est entièrement autonome. Lorsque vous dites que le robot peut accompagner une personne, un résident jusqu'à la salle de restauration, comment ça marche? Il est télécommandé par un salarié, ou là aussi, en fait, il est complètement autonome. Comment ça se passe? Ou le Non, salarié mais l'amène dans la chambre? en fait, si vous voulez, c'est un support, c'est un aidant aux aidants, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pour que quelqu'un aille de sa chambre à la salle de restaurant, il faut que le personnel aille dans la chambre de la personne,
appelle un robot avec son smartphone, peu importe, ou amène le robot à la main, prennent la personne, l'aident à s'agripper au robot, et ensuite le personnel soignant appuie sur l'écran sur la destination. Et à partir de ce moment-là, le robot, Et, il il fonctionne. part et il suit sa trajectoire jusqu'à la destination où un autre personnel soignant attend la personne pour l'aider, pour l'asseoir, parce que si vous voulez, il y a beaucoup de problèmes de mobilité. Et en fait, pendant le parcours, ce qui se passe, c'est que là, le chemin est calculé par le robot, mais la vitesse est donnée par la personne. C'est-à-dire qu'en D'accord. fait, au fur et à mesure où elle avance, on a des capteurs sur sur les jambes, et donc le robot, il avance à la vitesse de la personne. Si elle s'arrête, il s'arrête. Si elle court, il accélère, etc. D'accord. On arrive à savoir combien est-ce qu'il faut de robots, par exemple. J'imagine, on va prendre un exemple au hasard, un EHPAD de 100 résidents sur 2 étages, par exemple. On arrive à savoir combien il faut de robots pour faire toutes ces tâches de manière optimale. Ouais, ouais, à terme, moi, j'en préconiserais un par étage. D'accord. C'est-à-dire, si vous avez bon, un ou deux pour 100 personnes, et plutôt un par étage, bien qu'on sache prendre l'ascenseur. Mais après, ça devient un peu compliqué quand vous avez une cellule Alzheimer, vous avez des rondes de surveillance. On travaille par exemple sur une fonction dite sentinelle. La fonction sentinelle, c'est pendant certaines horaires de la journée, le bureau d'accueil, il n'y a plus personne, par exemple vers 16-18 heures, les portes sont encore ouvertes. Donc en fait, l'une des fonctions du robot, c'est d'aller se placer en sentinelle devant la porte de sortie et d'informer la personne de garde que des personnes, surtout Alzheimer, qui n'ont pas le droit de sortir, sont en train de partir. Et donc, en fait, quand le robot il est en sentinelle quelque part, il ne sert plus à la distraction. Donc, moi, je dirais 2-3 pour 100 personnes, c'est un marché cible pour nous. D'accord. Euh, Actuellement, les EHPAD, enfin les directions des EHPAD, des grands groupes, ils acceptent. Quelle est leur opinion par rapport aux robots? C'est accepté? Ils se posent encore des questions? Ils demandent des tests? Ils en sont où? Alors, nous, je veux dire, bon, exactement où nous sommes en période de pré-déploiement. C'est-à-dire que dans la période de pré-déploiement, les robots commencent à exister. Bon, on peine un peu à les fabriquer parce qu'on manque de ressources pour le faire, mais néanmoins, on a une petite dizaine d'EHPAD qui s'intéressent au sujet, mais pas de manière anecdotique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'interrogent sur l'usage des robots dans les EHPAD. Ils ont toujours besoin d'être convaincus que les chiffres qu'on annonce, les fonctionnalités, la robustesse sont là. Donc, en fait, on commence à installer des robots, on commence à former des équipes, on commence à tourner avec les robots selon les schémas que je donne, qui sont différents d'un EHPAD à l'autre, parce que la stratégie des EHPAD n'est pas forcément la même. Et ils travaillent beaucoup sur le process d'utilisation, parce que je veux dire, la complexité, c'est pas tellement d'utiliser un robot, c'est de réorganiser son fonctionnement quotidien avec un objet de cette nature. Parce que c'est quand même un sacré challenge de mettre un robot dans le monde des EHPAD où ni les résidents sont habitués. À la limite, pour eux, c'est beaucoup plus facile, mais les aidants n'ont pas de formation technologique, de formation d'équipement. C'est un métier très 100% humain et très peu d'équipements, très peu de moyens techniques. Donc en fait, voilà, il y a cette démarche intellectuelle à faire, et ça, on les mène avec des grands groupes d'EHPAD, parce que eux ont la capacité à faire évoluer l'ensemble de leur organisation dans l'ensemble de leur établissement. Et je dirais qu'il y a une réflexion d'avenir sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de bienveillance sur cette approche. Il y a des évaluations réelles qui sont en cours, et il y a une attente de voir si les résultats sont à la hauteur des annonces qu'il y a, ou
voir si les premières analyses, parce que ce que je vous ai donné là comme fonctionnalité, c'est pas tombé du ciel, quoi. C'est Oui, le bien sûr. résultat des échanges avec le monde de l'EHPAD. Donc, on leur a implémenté ça. Maintenant, reste à voir si la valeur attendue est là. D'accord. Oui, parce qu'on va écouter, ça a quand même beaucoup changé par rapport à certains robots il y a ne serait-ce qu'encore 5-6 ans qui étaient surtout dans la convivialité avec le résident. Là, vous axez quand même beaucoup le robot sur des tâches qui permettent de soulager le personnel. Exactement. Enfin, les erreurs qu'on a fait, quand je dis on, c'est la communauté robotique dans son ensemble. Et je ne sais même pas si c'est une erreur, quoi. C'est une démarche intellectuelle. C'est qu'on était parti au début sur l'idée quand même de faire des robots qui se substituent un peu à l'humain, quoi. C'est-à-dire Oui, qu'en c'est fait, ça. on donne de la distraction, je dirais, on donne de l'affectif à des résidents, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans nos institutions et il est dans les équipes de soignants qui explosent de partout, encore plus pendant les périodes de crise sanitaire. Donc, en fait, vous savez, ça ressemble un petit peu aux usines de production industrielle dans les années 50-60, le siècle dernier, où on est passé du tout manuel à la robotisation, quoi. Il y a eu une évolution des process et puis une évolution du métier d'ouvrier dans les usines. Je veux dire qui à la fin est bénéfique parce que ça, je veux dire, ça donne des jobs à beaucoup plus valeur ajoutée, beaucoup plus intéressants. Et aujourd'hui, nous, on imagine que les soignants vont être intéressés de voir de la technologie rentrer dans leur métier, quoi. Pouvoir exercer son métier avec un robot, des tablettes, du Wi-Fi, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer et développer ça, hein. Est-ce que les salariés ont toujours ou pas peur que les robots remplacent leurs emplois? Alors, si on parle d'acceptation, ce qu'il y a Oui, d'assez étonnant, c'est que les résidents et les patients en général, je ne dis pas que c'est l'unanimité, mais si vous voulez, vous introduisez un robot comme ça dans un espace d'EHPAD, donc forcément, ça crée de l'intérêt, ça stimule, etc. Donc, ils sont extrêmement réceptifs à ça. Côté des professionnels, il y a une adhésion de plus en plus forte. Enfin, nous, c'est ce qu'on sent. Et un petit peu comme dans toute évolution, vous avez un pourcentage qui passera pas le cap. Vous avez des gens qui diront toujours ah non, ça marchera jamais, je veux pas, enfin qui arriveront pas à franchir le cap, mais c'est une minorité maintenant. C'est aujourd'hui dans les aides-soignants, les aides-soignantes, je veux dire, vous avez des jeunes qui ont toujours le téléphone à la main, machin. Je veux dire, vous leur mettez un robot, c'est naturel. Après, faut qu'ils fassent le lien entre leur métier et la technologie. Donc là, il y a un travail d'éducation à faire, il y a un travail d'apprentissage, mais qui n'est pas très dur parce qu'il y a une bienveillance par rapport à ça. d'accord. Après, je veux dire, il y a un sujet qui est très, très compliqué pour nous techniciens. Le premier, c'est de former les soignants. Donc là, faudra arriver à formation zéro parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de temps donné aux soignants pour se former sur la technique. Et puis, donc, ce sujet-là est important. Donc, on fait des choses le plus simple possible, le plus intuitif possible, mais c'est compliqué de faire ça. Et c'est la robustesse du fonctionnement du robot. C'est-à-dire que les petits incidents, parce qu'aujourd'hui, on en est à des petits incidents seulement, sont néanmoins source de perte de temps et d'énervement. Alors, c'est quoi des incidents? C'est le robot qui se bloque dans un couloir parce qu'il y a des chariots, il y a des fauteuils, etc. Donc, en fait, ils sont obligés d'intégrer le robot dans leur Voilà. approche quotidienne. Par exemple, quand ils mettent les résidents dans le salon, si vous voulez, ils étaient habitués à poser le fauteuil et puis partir. Des fois, il y a des fauteuils roulants qui gênent l'évolution du robot, puis ils se rendent compte que le robot ne marche pas. Alors, voilà, c'est des petits détails comme ça. Donc, la simplicité d'utilisation, c'est capital, et la robustesse, donc la disponibilité du matériel, ça, ce sont nos deux axes majeurs de développement technique. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'on est revenu à des robots
euh, beaucoup plus simple et prédictif. C'est-à-dire qu'en fait, nos robots aujourd'hui, ils n'ont pas grand-chose d'un robot interactif qui comprend, qui répond, qui donne son avis, qui pose des questions. Non, Ils non. font des tâches. Ouais. Pardon? Ils font des tâches. Ils sont Voilà, prévus ils font pour des tâches des tâches. et on attend d'eux qu'ils fassent la tâche C'est telle exact. qu'ils doivent la faire et pas de fioritures. Voilà, ça, c'est des évolutions et on sent que ce sont des approches qui arrivent à maturité, quoi. J'imagine que lorsqu'un robot est mis pour la première fois dans l'EHPAD, il y a une phase d'adaptation. J'imagine qu'il doit y avoir peut-être même plus de charge de travail ou peut-être plus de stress de la part des salariés. Au bout d'un moment, il y a l'adaptation qui s'est faite et après, au bout d'un moment, j'imagine que les bénéfices du robot apparaissent. Bah, on est dans cette phase-là pour l'instant. D'accord. En fait, on met les robots, on forme, ça démarre, et là, on tâtonne un petit peu aujourd'hui sur comment organiser, comment former les gens, qui fait quoi, quelles sont les priorités, de sorte à l'intégrer de manière progressive et efficace, sans qu'il y ait de rejet. Donc, en fait, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps et c'est très, très variable d'un établissement à l'autre. Bon, il y a une chose qui est récurrente, c'est que l'accueil est favorable, enfin, tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on choisit avec nos partenaires des EHPAD où les équipes dirigeantes et les équipes soignantes sont favorables. Après, il y a un passage qui est toujours un petit peu compliqué, le temps de l'apprentissage, le temps du changement des habitudes, hein, tout, voilà. Et donc, ça, on essaye de prendre le temps et c'est ça qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas encore tout à fait qui s'occupe du robot, comment, enfin voilà, on découvre ça aujourd'hui. Ça, c'est comme toute technologie qui apparaît, ou enfin même pas technologie, tout service nouveau, il y a un temps d'adaptation. Ouais, aujourd'hui, dans une usine ou dans un process industriel, c'est plus simple parce que on passe d'une génération de robots à une autre. Là, on passe de rien à un Rien, robot. ouais. Donc là, je pense qu'il va y avoir une période pas très, enfin, un petit peu fluctuante pour qu'on découvre tout ça, hein. D'accord. Quand on lit la presse sur les robots, quand on écoute les médias sur les robots, puis l'intelligence artificielle, on imagine des progressions fulgurantes dans les capacités des robots dans les prochaines années. Dans mon imaginaire, en tout cas, moi j'imagine ça. Dans 10 ans, la version X de Compaille, elle sera capable de faire quoi? Bah, je vais vous expliquer quelle est notre roadmap. Nous, aujourd'hui, enfin, on a étudié le marché du robot d'assistance aux personnes fragilisées et aux aidants, et on a identifié deux segments globalement, le segment des établissements d'un côté et le segment du domicile d'un autre. Donc, pour nous, aujourd'hui, on est parti dans l'établissement tel que je vous l'ai dit, et ça va perdurer pendant de nombreuses années parce que aujourd'hui, il n'y a pas besoin de plus dans les établissements. Enfin, D'accord. donc ça va évoluer. Dans 10 ans, je pense qu'on aura plein de petits robots compailles dans les établissements qui seront beaucoup plus performants que ce qu'on a aujourd'hui, mais qui ne seront pas beaucoup plus intelligents au sens du terme, gavés d'intelligence artificielle. Bon, il y aura ces technologies dedans, mais ça sera certainement beaucoup plus pour aider le robot à sortir des situations de blocage ou avoir une navigation plus belle ou suivre les gens, enfin voilà, sur le volet robotique. Après, nous, on a travaillé sur le développement à domicile des robots. Donc ça, c'est pour nous, c'est une échéance d'ici 3-4 ans de commencer à entrer sur le marché. Et en fait, on imagine le robot Compaille comme aidant les personnes isolées et fragilisées rester plus longtemps à domicile. Alors, c'est rien de nouveau parce que je veux dire, c'est un leitmotiv pour les gens qui font de la robotique. Néanmoins, on a creusé un petit peu la question et notre approche, ça va être de se concentrer sur les patients Alzheimer à domicile. Pourquoi? Parce qu'en termes de marketing, c'est la population la plus importante. C'est la population qui croît le plus, hein. Je crois qu'en Europe, on attend 20 millions de personnes Alzheimer d'ici 2050. Enfin, ça grandit très vite. Et il y a un véritable problème parce que la maladie d'Alzheimer, ça ne se traite pas. Mais il y a quand même des traitements qui, s'ils étaient appliqués en temps réel,
améliorerait considérablement les choses. Et en fait, c'est ça qui conduit les patients Alzheimer à faire des allers-retours entre les établissements, partir plutôt en établissement. C'est pas le souhait c'est pas leur souhait. Et côté sociétal, ça a comme un coût important. Donc nous, les projets qu'on propose, on est en train de chercher maintenant du financement là-dessus. C'est bon, d'abord de faire un robot compile plus petit, plus compact, qui va dans les appartements, mais globalement sur le même principe, avec les mêmes fonctions, et qui, en plus, ferait du monitoring de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, il serait doté de capacités de mesure des signaux vitaux, notamment le rythme cardiaque, la pression artérielle, l'oxygène, et capable de poser des questions. Et en fait, on veut développer une intelligence artificielle qui permette au robot d'observer au quotidien la personne seule et la personne diagnostiquée Alzheimer et être capable très rapidement de détecter l'évolution de la maladie pour permettre aux médecins de donner des traitements pour enrayer et pour garder plus longtemps. Donc en fait, nous, de notre côté, l'évolution de l'intelligence de nos robots, ça sera plutôt pour mieux faire les tâches répétitives avec plus de robustesse, plus de fluidité et arriver à des monitorings des personnes isolées qui aident les aidants, les médecins et les familles à suivre plus rapidement l'évolution des maladies de ça. Donc, avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Mais en fait, on ne s'oriente pas, nous, aujourd'hui, et je pense qu'on le fera, enfin, au moins tant que moi je donnerai mon avis, on ne s'oriente pas vers des robots qui parlent avec les gens, qui remplacent l'échange humain. On ne se tourne pas vers des robots qui génèrent de l'affectif trop. Voilà, ça, on lutte un peu contre ça parce qu'on ne pense pas que ce soit la bonne voie. Sur le deuxième segment à domicile pour monitoring, on peut imaginer que ce sera opérationnel, fonctionnel quand? Aujourd'hui, il n'y a pas proprement parlé de verrou technologique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on dispose des technologies pour ça. Par exemple, les signes vitaux, maintenant, il commence à y avoir des technologies qui, en vous regardant comme ça, qui sont capables de dire votre cœur il bat à telle vitesse, vous avez tant de tension artérielle, votre saturation et ça. Enfin, c'est impressionnant, mais c'est ça. Donc, en fait, c'est une question d'entraîner l'intelligence artificielle, d'industrialiser un produit, de faire son développement commercial. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est commencer à mettre les premiers à domicile d'ici 2023-2024 à peu près. D'accord, donc c'est très court comme période, comme temps. Oui, parce que c'est bien identifié. Après, vous savez comme moi que le plus long, c'est de trouver l'argent pour le faire, de trouver les financements, donc de convaincre la Commission européenne, les pouvoirs publics, parce qu'il n'y a que là qu'on arrive à trouver de l'argent d'amorçage et ensuite convaincre les industries et les investisseurs de passer au stade industriel. Je pense que ça va s'accélérer parce que on va commencer à avoir des retours. Il y a encore 1 an ou 2. Les investisseurs, ils tâtonnaient un petit peu sur est-ce que ça a marché. Ça. Plus il va y en avoir, plus on va être convaincant. Quoi. La France, pour ce type de robot, la France par rapport à d'autres pays, comme on cite souvent le Japon, on est situé où par rapport au développement de ce type de robot? On est… c'est toujours complexe, ça, mais il y a une certitude. Les seuls qui vendent des robots en quantité, c'est d'abord les Chinois, ensuite les Chinois, après les Japonais. Donc, on est, sur le plan industriel, très en retard. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que, en fait, vous avez des boîtes chinoises maintenant qui produisent 10 000 robots par an. Je veux dire, quand nous, on souffre à en faire quelques dizaines. Après, ce n'est pas des robots pour les personnes âgées. Donc, en fait, si on regarde dans le monde de la robotique, la France est vraiment très, très en retard dans le domaine de la robotique de service. Si on regarde sur le robot d'assistance aux personnes âgées et aux aidants, c'est un sujet qui est quand même beaucoup plus complexe que de désinfecter, nettoyer, transporter des plateaux. Et là, il nous reste une chance dans ce domaine-là parce que techniquement, on est finalement quand même pas si mauvais que ça en Europe
sur ces sujets-là. Donc en fait, on ne compensera pas notre retard sur les robots de service que les Japonais, ils ont envahi le monde avec ça, les Chinois, ils ont envahi le monde avec ça, mais sur le robot spécifiquement des personnes âgées et des personnes dépendantes qui nécessitent un savoir-faire et des designs un peu différents. La différence, c'est que ce sont des robots qui interagissent beaucoup avec des personnes donc dépendantes. Donc la personne dépendante, c'est pas monsieur tout le monde, c'est quelqu'un qui a des problèmes cognitifs, des problèmes physiques. Donc il faut vraiment une robotique bien adaptée. Et là, on est en droit d'être optimiste parce que pour l'instant, personne n'a de leadership. D'accord, d'accord. Si on revient au robot pour les EHPAD, est-ce que vous pouvez, bon, ça paraît pas évident en vous écoutant, mais est-ce qu'on peut réexpliquer quels sont les bénéfices, non pas pour les résidents, non pas pour les salariés, mais pour l'établissement en tant que tel, d'avoir ce type de robot? Alors, je veux dire, il y a déjà un premier bénéfice, mais qui n'est pas chiffrable, qui est celui de la qualité de vie et de l'animation des résidents. Le simple fait de mettre une technologie comme ça, si vous voulez, ça crée une émulation des résidents entre eux, des résidents avec leur famille, même des aidants. Je donne un exemple. L'autre jour, on a vu une petite dame en fauteuil roulant. Le robot, il faisait sa tournée et elle a eu passé à côté. Pof, elle l'a attrapé puis elle s'est fait faire. Elle a fait le tour du bâtiment en restant accrochée au robot. Donc voilà, ça crée de l'animation, ça crée une forme de bien-être, de distraction. Après, le vrai argument qu'on défend, nous, c'est les gains de temps et les gains économiques. Et en Voilà. fait, avec, C'est là, avec en fait, c'est là que je voulais vous emmener, en fait, pour comprendre. oui, bah, allons-y. Mais ça, c'est vraiment le volet très business, si vous voulez. Bien Et en sûr. fait, on se rend compte que l'un va avec l'autre quand même. C'est-à-dire que si on faisait que du gain de temps sans qu'il y ait de l'affectif, de l'animation, ça ne marcherait pas. Donc en fait, il faut les deux. Et là, notre raisonnement, il est assez simple. Donc on a fait un calcul qui dit si je fais 2 tournées dans la journée, 2 tournées nocturnes, un peu d'assistance à la mobilité, on a fait un schéma sur un EHPAD de 100 personnes. On gagne 300 et quelques minutes par jour de temps d'aidant. Je veux dire, arrivé en fin d'année, ça fait 2 ETP. Donc ensuite, la gestion de ce gain de temps est à la charge de l'EHPAD, mais l'option, c'est pas de réduire le personnel. Enfin, moi, j'ai rencontré personne pour qui c'était l'option. L'option, c'est justement de faire des économies de temps, donc de libérer du temps aux aidants, voire avec les gains économiques, parce que soit de racheter des robots, soit de recruter une personne de plus. Et en fait, on essaye de créer un cercle vertueux là-dessus. Le robot fait gagner du temps, ça en libère pour faire autre chose, et ça fait des gains économiques qui permettent de recruter du monde. Mais voilà, c'est le retour sur investissement. Et bon, les calculs montrent que si on tient ce qu'on annonce, on peut avoir des retours sur investissement inférieurs à 6 mois. D'accord. Est-ce que vous le reliez aussi à le robot soulage le personnel, donc moins d'absentéisme, donc moins de coûts d'absence pour l'EHPAD? Oui, bien sûr, parce que bon, c'est le début de ça, c'est l'assistance à la mobilité. C'est-à-dire qu'effectivement, on travaille sur les fonctions qui libèrent physiquement les soignants. Alors, évidemment, on ne fera pas tout. Pour l'instant, on n'en est pas encore à aider les gens à sortir du lit, mais déjà l'aide à la marche, l'aide au changement de posture avec le robot, les déplacements longs dans le port de charge aussi. Enfin, là, on est en train de regarder pour les sacs de linge sale, pour les plateaux repas. Donc oui, bien sûr, je veux dire, l'aspect physique et
aussi important que l'aspect cognitif pour les aidants. Enfin, c'est vraiment un métier difficile. Hein. Enfin, c'est Oui, oui, c'est pour ça à que la je fois physiquement et cognitivement, et accessoirement, qui n'est pas vraiment bien payé en plus. oui, Hein. Donc, parce qu'en fait, je dis ça parce que ça faisait assez longtemps, Maryse Duval, qui dirige le groupe SOS Senior, lorsque je l'avais invitée dans une conférence, elle disait, nous on cherche, il y a trois sources en fait de gains d'économie qu'on a, et elle disait l'une des plus grandes sources, c'est l'absentéisme, c'est réduire l'absentéisme des salariés en soulageant leur bien sûr. tâche. Donc il y a Mais une vraie demande dans les EHPAD. ouais, c'est ça, les chiffres, enfin, ils sont énormes, je me souviens plus très bien, mais il me semble, c'est 10 ou 20% du personnel qui est toujours en arrêt maladie, et c'est pas que pour pas bosser, quoi. C'est parce Oui, que bien sûr. Ouais. psychologiquement, c'est dur. Enfin, je veux dire, on a passé des journées dans les EHPAD. Je veux dire, on voit la difficulté de. C'est pas des enfants, quoi. Ça évolue pas dans le bon sens. Et physiquement, c'est dur aussi. Donc voilà, je pense que les robots. Par contre, si vous voulez, aujourd'hui, les gains sur les maladies musculo-squelettiques ou quelque chose comme ça, on ne sait pas du tout les chiffrer. Enfin, on n'a pas d'idée encore. Mais on Euh, travaille dans ce sens-là. Dernière question que j'avais, les partenaires. Quel type de partenaires vous recherchez pour vous développer? Bah, pour l'instant, on est en partenariat avec Corian, donc le groupe de maisons de retraite leader européen. Et on se focalise un petit peu là-dessus parce qu'on n'est pas une grosse équipe, on ne peut pas partir partout. Côté partenariat, j'enlève la partie financement. C'est éternellement à la recherche de financement parce qu'il y a beaucoup de R&D, il faut prendre son temps. Pour le déploiement commercial, les partenaires types, pour nous, ce sont les groupes d'EHPAD, ça c'est important, et d'établissements similaires, hein, si vous voulez, SSR, tout ça, où que là, on n'a pas encore trop investigué. Et pour la deuxième phase, ce sont des fournisseurs de téléassistance, en fait, et les assureurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a un modèle B2B vers les EHPAD, donc ça se comprend, c'est simple, et on va essayer d'avoir une politique plutôt grand groupe que ponctuellement. On va passer par des VAR pour ponctuellement. Et pour le déploiement à domicile, c'est un modèle économique un peu différent. Nous, on part de l'idée, on va essayer de convaincre les assureurs d'introduire, alors les assurances dépendance par exemple, les assurances maladie, les mutuelles, de rajouter une option robot dans la prime d'assurance. On a calculé, hein, c'est 7, 8, 9, 10 euros par mois, donc ça fait quand même une centaine d'euros. Mais pour le jour où le client devient Alzheimer, il bénéficie automatiquement d'un robot chez lui pour l'aider. En fait, les assureurs peuvent faire ça et financer les robots aux téléassisteurs qui les déploient. Donc voilà, nous, on cherche groupe d'EHPAD, téléassisteurs et assureurs pour la deuxième phase. Bon, on a beaucoup échangé sur ces sujets-là, mais on n'a rien de très engagé encore à ce jour pour la version domicile. D'accord. Un mot pour conclure? Sur le sujet de la robotique. Ce que vous voulez, en fait. En fait, nous, je veux dire, moi, l'axe de réflexion qui m'inspire le plus, c'est vraiment fournir des outils aux aidants en général. En fait, la vraie force d'un projet de cette nature, c'est de travailler avec le monde des soignants, qui est vraiment en souffrance aujourd'hui, encore plus avec le Covid. Donc nous, ça nous ouvre des horizons importants. Et le mot, c'est de leur dire surtout, n'ayez pas peur de ça, ça ne va pas vous prendre votre boulot, ça va non seulement l'améliorer et créer des nouveaux jobs, et c'est probablement un des moyens de trouver des solutions d'amélioration des conditions de travail et de réduction d'exposition au risque, quoi. Super. Merci Vincent Dupourquet. Je rappelle que vous êtes le directeur de la société Compaille Robotics. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Merci à vous.